Bonjour à tous et bienvenue dans ce second webinaire Alice, sur la série de webinaires sur le financement de la décarbonation et couverture des risques. Aujourd'hui, on fera un point particulier sur les différents montages financiers et en particulier sur le tiers financement et les sociétés de projet. Donc, quelques informations pratiques rapidement. Donc, les présentations vous seront bien sûr envoyées à l'issue de ce webinaire. Pendant les interventions, bien sûr, seuls les intervenants peuvent prendre la parole. Par contre, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, via normalement l'onglet questions auxquelles vous avez accès. Bien sûr, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour qu'on puisse toujours s'améliorer au cours de nos webinaires suivants. Aujourd'hui, bien sûr, ce webinaire est organisé par l'équipe Alice. Avec moi-même, Lucie Payette, je me présente, mais également mes collaborateurs Joseph, Leïla et bien sûr le président de la structure, Christophe Debar, sont présents aujourd'hui pour l'organisation de ce webinaire. Et donc, sur le sujet précis du tiers financement et des sociétés de projet, nos intervenants du jour, Céline Nutric, Thibaut Périgot et Charles Huguet, vont vous faire un point et un tour, en tout cas, sur cette question, pour que vous puissiez en savoir plus. Dans un premier temps, je vais présenter simplement pourquoi est-ce que Alice organise ce type de webinaire. Donc, Alice, l'Alliance Alice est une structure qui cherche à favoriser l'émergence de nouvelles solutions et puis d'accompagner l'innovation dans une approche transverse pour la décarbonation de l'industrie. Donc, notamment, parmi nos travaux collectifs qu'on a pu faire pour nos adhérents, il y avait une étude sur la couverture de risques de financement pour des projets d'efficacité énergétique, dont on a décidé de vous partager les résultats aujourd'hui, grâce notamment à Céline Nutric de Enea Consulting qui aura mené l'étude. On intervient bien sûr sur tous les domaines de la décarbonation de l'industrie, donc en particulier sur l'efficacité énergétique, l'intégration d'énergies alternatives et bien sûr la transition numérique et les modèles économiques et de financement. Notre écosystème aujourd'hui représente près d'une cinquantaine d'adhérents et partenaires que vous pouvez de toute façon retrouver sur notre site internet. Voilà, mais maintenant, rentrons bien sûr dans le cœur du sujet et je vais laisser la parole à Céline Nutric pour vous parler des différents montages financiers pour la décarbonation de l'industrie. Merci Lucie, bonjour à tous. Donc Céline Nutric, je suis manager chez Enea Consulting. On est un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans la transition énergétique. Et donc comme l'a mentionné Lucie, on a mené en 2020 une étude sur les risques de financement des projets d'efficacité énergétique dans l'industrie. Donc cette étude avec pour objectif de donner aux adhérents d'Alice, puisque c'est une étude qui est accessible aux adhérents d'Alice, donc de leur donner des pistes sur à la fois les risques liés au financement des projets d'efficacité énergétique dans l'industrie. Je veux bien qu'on passe le slide, peut-être Lucille. Voilà. Donc sur les risques qui sont aujourd'hui des risques de financement qui sont un des principaux freins au développement des projets d'efficacité énergétique dans l'industrie, cartographier ces risques par typologie de projet et faire remonter aussi tous les instruments de couverture des risques de financement, les cartographier afin de donner dans le rapport de cette étude, un outil d'aide à la décision pour à la fois les industriels, mais aussi tous les acteurs qui participent à l'efficacité énergétique dans l'industrie. Donc, si on passe au slide suivant, rapidement sur le contenu de l'étude, pour les adhérents, on a regardé à la fois, donc on a cartographié les typologies de projets d'efficacité énergétique dans l'industrie, on a cartographié les risques qui sont associés à ces projets-là, on les a mis en face, donc quels risques sont à anticiper pour chaque typologie de projet. Et puis, dans un troisième temps, on a regardé les instruments de couverture de ces risques. Je vais vous présenter rapidement les grandes catégories. Par type de risque, donc quand on regarde chacun de ces risques, qu'est-ce qu'on a à notre disposition comme instrument pour les mitiger. Et puis, par typologie de projet, donc pour aider les industriels, les porteurs de projets, à se dire, voilà, vu mon projet, la typologie de mon projet, quel instrument auquel instrument je peux avoir accès.
Et puis, l'étude a aussi été enrichie de retours d'expérience, donc de cas concrets de projets d'efficacité énergétique, comment ils ont été financés et comment les risques de financement avaient été couverts. Donc voilà, ça c'est vraiment le contenu de cette étude qu'on a menée en 2020. Si je fais un petit zoom, et là c'est un zoom qu'on avait déjà fait dans le cadre du premier webinaire il y a quelques semaines. Ici, vous avez la cartographie des risques qui ont été donc creusés dans cette étude, qu'on a catégorisé en 4 grandes familles. Les risques internes opérationnels qui sont liés à tout ce qui est opérationnel, mais chez l'industriel. Les risques externes opérationnels qui sont plutôt liés du coup aux technologies, aux équipements d'efficacité énergétique qu'on amène dans le site industriel. Les risques financiers internes, donc plutôt liés à des fléchages d'investissement en interne dans les groupes industriels ou les petites industries qui vont privilégier le cœur métier, les équipements avant l'efficacité énergétique, et puis les risques de financement externe qui sont plutôt liés à un accès à du financement de banques, d'investisseurs ou du financement public. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est des risques qui ont été cartographiés dans une grande matrice. Et donc, pour faire face à ces risques, on a différents instruments de couverture. Les premiers instruments sont les mécanismes de soutien, et c'était le zoom qui a été fait lors du premier webinaire, où on avait eu une intervention sur les C2E, une intervention sur une formation. Aujourd'hui, donc, ce webinaire a pour objectif de vous parler des schémas de tiers financement. Donc, c'est une deuxième grande catégorie d'instruments de couverture qui ont pu être remontés par l'étude. Et puis, les 2 autres instruments, on a des instruments de type différentes sources de financement, privées, publiques, et puis des bonnes pratiques opérationnelles qui feront l'objet de 2 autres webinaires. Donc, si on passe, voilà, on a ici, on retrouve nos 4 webinaires. Le premier, donc, qui a déjà eu lieu sur les mécanismes d'aide pour réduire ces risques-là. Aujourd'hui, on est sur le webinaire 2, donc sur les montages de tiers financement et sociétés de projet. Et puis, on a 2 autres webinaires en mai et en juin sur les opportunités de financement privé et les bonnes pratiques opérationnelles. Et donc, aujourd'hui, je vais laisser la parole juste après à Thibaut Périgot, qui est responsable développement chez Nuit, et à Charles Huguet, qui est directeur opérationnel, directeur général délégué chez Énergie Séculaire, pour vous parler plus précisément du tiers financement et des sociétés de projet. Et donc, juste avant de leur laisser la main, je vais vous donner des petits éléments de contexte d'introduction tirés de l'étude. Donc ici, vous avez un schéma avec les différents modes de financement, de tiers financement d'un projet. Donc, on a ici en orange le site industriel sur lequel on veut mener le projet. Donc, la première option, si on déroule... Voilà, la première option, c'est l'option de base. L'industriel porte tout seul son projet, donc il n'y a pas de tiers financement. C'est l'industriel qui porte tous les financements, tous les risques de son projet. La deuxième option, c'est l'industriel qui va porter son projet, mais à travers une société de projet, donc une SPV. Et donc là, on va réduire les risques, puisque c'est la SPV qui va porter un certain nombre des risques à la place de l'industriel directement. Et puis, si on continue, on peut passer par du tiers financement, donc soit un tiers qui peut être un fournisseur technologie, une société de services énergétiques, par exemple, qui vont porter le projet et vendre l'énergie ou vendre des économies d'énergie au site industriel. La quatrième option, c'est que ce tiers-là passe lui aussi par une société de projet pour réduire les risques. La cinquième option, donc, c'est que ce soit un financeur qui porte le projet plutôt qu'un tiers plutôt opérationnel. Et puis, la dernière option, c'est qu'on ait une société de projet qui, finalement, soit pilotée par différents acteurs, le site industriel et ou des fournisseurs et ou des sociétés de services énergétiques et ou des financeurs qui sont tous à la tête de cette société de projet qui, elle, va porter le projet. Et donc là, les risques sont répartis et réduits entre tous ces différents interlocuteurs. Donc voilà pour le petit élément d'introduction, et puis je vais laisser la main à Thibaut Périgot pour nous parler du tiers financement et des sociétés de projet. Bonjour à tous, donc Thibaut Périgot, responsable développement France pour la société Nuit. Donc, merci Alice pour l'invitation. On va passer au premier slide. Donc, je reprenais ici un peu les freins et risques qui sont présents dans l'étude et que nous, on entend souvent quand on échange avec des sites industriels. Donc, par exemple, il n'y a pas de foncier quand on est sur du solaire thermique, c'est trop compliqué techniquement, c'est pas fiable, ça va changer les habitudes. Donc, ils sont plutôt des logiques de risque opérationnel, des logiques de risque plutôt en termes de ressources. On n'a pas les compétences en interne, on n'est pas assez, c'est trop éloigné du cœur de métier.
et ensuite des logiques plutôt de financement. On va être loin de nos cibles de ROI. Les mécanismes de financement, ADEME, région, plan de décarbonation, relance C2E, c'est trop compliqué. On n'a pas le temps d'essayer de comprendre et d'y voir clair pour mener à bien le projet. Donc, généralement, on a un peu un ensemble de ces remarques lorsqu'on échange avec un site industriel, donc, qui sont un peu à l'origine aussi de la création de notre société. Donc, brièvement, Nuit, on est un fournisseur de chaleur renouvelable et leader de la chaleur solaire en France. Nos solutions sont pour les grands consommateurs de chaleur, industriels et collectivités pour les réseaux de chaleur urbains, et s'articulent sur 3 briques technologiques: la récupération de chaleur fatale pour optimiser déjà les équipements en place, le stockage courte et longue durée pour notamment niveau industrie pour optimiser tout ce qui est batch, procédé en batch et autres pour récupérer la chaleur et la livrer à un autre moment quand elle peut être consommée, et solaire thermique pour alimenter en chaleur renouvelable ce qui reste à alimenter, notre cœur historique étant sur le solaire thermique. Et nous, on se propose de développer, concevoir, réaliser, exploiter ces installations avec une brique financement qui est le cœur de notre sujet maintenant. Nos offres, une de nos offres principales est la vente de chaleur au compteur, qu'on peut entendre s'appeler CPPA, Pay as Produced ou Heat Purchase Agreement. Donc globalement, dans notre cas, c'est de la vente d'eau chaude au compteur sur une durée de 15 à 25 ans avec un client. On est sur des durées longues parce qu'on est sur des projets généralement avec des capex assez forts, donc et principalement sur le solaire où la durée d'amortissement va faire la compétitivité du prix. Et dans ce type d'offre où on finance, on s'occupe de tout. L'objectif est de proposer une facture d'énergie réduite, donc compétitive par rapport au prix en place, de monter tout le projet techniquement, financièrement en allant chercher toutes les aides et administrativement en obtenant toutes les autorisations, notamment encore une fois sur le solaire thermique, c'est en allant chercher du foncier, en modifiant éventuellement le PLU, en maîtrisant la location des terrains et autres. Tout ça pour proposer donc sur les 3 briques technologiques un prix le plus flat possible, donc le moins possible indexé, qui permettent au client d'effacer du fossile et de préserver ses capacités d'investissement pour son cœur de métier. Hop, prochain slide. Voilà. Le montage type qui vient d'être présenté juste avant, donc on est plutôt sur un montage 4 ou 6 dans ce qu'on propose. Donc une société de projet qui est au centre de tout le projet, qui va être le contractant avec le client consommateur de chaleur via un contrat de fourniture de chaleur, et cette SPV va passer des commandes à Nuit pour une livraison clé en main d'une centrale solaire thermique, de récupération de chaleur, et pour des contrats de maintenance avec garantie de performance. En parallèle, Nuit va aussi apporter le financement et la structuration de ce financement. Donc le financement, elle va apporter les fonds propres, et la structuration du financement en allant chercher des organismes de financement. Donc, il y a 2 catégories. Il y a les établissements bancaires pour de la dette et il y a bien sûr l'ADEME, les régions et tous les autres montages comme les C2E ou plan de relance qui vont venir participer au montage financier de la SPV. Enfin, dans le cas de projets où il y a besoin d'aller chercher de la réserve foncière à l'extérieur du site industriel, c'est aussi la SPV qui va signer des baux amphithéotiques avec des propriétaires à proximité du site. Prochain slide. Ce qu'on voit, nous, avec notre expérience sur ce type de montage, donc il y a un certain nombre d'avantages à ce type de projet. Donc, pour le client industriel, on est en vision industrielle, c'est que sur ce projet-là, en fait, intrinsèquement, par la vente de chaleur au compteur, il y a un engagement de livraison de la chaleur. Donc, le client sait qu'il va avoir tant de mégawattheures livrés ENR à son site. La garantie d'absence d'impact de procédés, donc sur la majorité, sur tous les projets qu'on développe, on est sur des procédés en préchauffage ou en amont des équipements de production. Donc, on vient effacer du fossile, on ne vient pas remplacer des équipements. Donc, on est quelque chose de transparent en cas de problème avec des engagements livrables et pénalités si on ne vient pas livrer les ENR qu'on a promis aux clients. Une fois le projet lancé, c'est peu de temps à dédier en interne par le client. Les financements, on s'en occupe. Le foncier, je vous l'ai dit. Pour une bonne partie des projets, c'est déconsolidant également pour le client, donc ça ne va pas peser dans ses comptes et on va dire que ça va faciliter l'acceptation généralement au sein de la société. Et on peut aussi en profiter en tant que spécialiste de l'énergie pour identifier d'autres opportunités de la première opportunité d'échange. Enfin, le montage de SPV permet de pérenniser le projet, la structure, c'est-à-dire que la SPV peut vivre en tant que telle
notamment par le fait qu'il y ait des banques dedans qui peuvent, si en cas de problème avec NUIT, peuvent reprendre entièrement la SPV et continuer à exploiter la centrale. Les faiblesses qu'on détecte souvent, c'est la situation de référence, et donc quels sont les véritables besoins à aller alimenter chez le client. On s'aperçoit que ce n'est pas toujours facile d'avoir des plans de comptage fiables et de pouvoir se baser dessus. Donc généralement, en amont des projets, on relance un audit énergétique sur le procédé ciblé. Le principal frein, c'est l'engagement sur la durée. Je vous ai parlé de contrats de 15 à 25 ans, et c'est là qu'est le sujet de discussion avec le client, vu qu'on est sur un montage type take or pay. Donc par exemple, si je vous livre 100%, on va demander un engagement aux alentours de 80% d'enlèvement de la chaleur. Donc c'est là qu'on remonte à la problématique de situation de référence et d'être capable de bien mesurer les besoins. Il y a quand même besoin d'un petit peu de temps en amont pour bien échanger, pour qu'on comprenne bien le contexte et les enjeux du site. Et enfin, par le fait de financer, d'aller chercher des financements extérieurs, et par le fonctionnement de notre structure, en tout cas chez NUIT, on est sur des tailles minimales de projets de 1 million d'euros. En dessous, on a des difficultés à aller chercher des financements, mais vous verrez qu'on a pu monter un pool de projets. Un point d'attention qu'on identifie, c'est qu'on est sur des projets très techniques, on va s'intégrer dans des procédés. Donc pour nous, il est important que le financeur et le monteur du projet ait des bonnes compétences techniques pour pouvoir parler avec l'industriel et retracer tous ces éléments dans la collaboration. Prochain slide. Donc ici, c'est le retour d'expérience. Donc pour Lactosérum France, qui est une filiale de Lactalis de production de poudre de lactosérum en Grand Est à côté de Verdun. Donc c'est un projet qui a été signé récemment, il y a deux ou 3 mois, où on s'intègre à 2 endroits au sein d'une nouvelle tour de séchage qui a été finie de construire en septembre de l'année dernière. On est sur une centrale solaire d'un peu plus de 15 000 m² de capteurs, dont les travaux ont commencé en juin. Ça fait une puissance crête d'un peu plus de 13 MW avec une cuve de stockage de 3 000 m3. Les chiffres clés, c'est qu'on est à 11% de couverture des besoins totaux du site, un peu plus de 8 000 MWh livrés chaque année en énergie utile, on parle, et le point de comptage est au sein de la tour de séchage, là où il y a notre échangeur OR. Et sur la durée du contrat, on est sur un contrat de 25 ans, ça représente 45 000 tonnes de CO2 effacé. Pour l'histoire, on est sur un projet qui a mis 3 ans à se développer au total. Là, c'est un photomontage pour l'instant. On est sur un projet où on est allé trouver des terrains extérieurs au site, négocier les promesses de bail plus beaux, modifier le PLU qui n'était pas compatible en première approche. Avec le Covid, ça a pris 15 mois de modifier cette procédure. Donc, on s'est occupé de tout. Et en parallèle, vu les délais pris par l'urbanisme, on a intégré pendant la phase travaux, il y a déjà 1 an et demi, une des 2 batteries au sein du procédé pour ne pas rater le coche de la construction de la tour d'atomisation. Prochain slide. Le montage qui a été utilisé en synthèse, donc on est sur le même schéma. Donc on est sur un contrat de 25 ans, comme je vous l'ai dit. En investissement, on est aux alentours de 5 millions d'euros. On a obtenu un soutien des pouvoirs publics de 65% qui se concrétise par une aide de l'ADEME, une aide de la région Grand Est et une aide du GIP Objectif Meuse. Donc c'est NUIT qui est allé chercher ces différentes institutions pour participer au financement du projet. Tout ça au sein du SPV. Et cette SPV, comme je vous disais, elle est louer le terrain des capteurs, louer un autre terrain pour l'installation de la cuve de stockage, ainsi que toutes les servitudes pour les passages de tuyaux. Et vous pouvez le voir, on est sur un prix de chaleur compétitif, vu qu'on est inférieur à 30 € du mégawattheure utile livré au site, avec un prix flat sur quasiment 70% du montant du prix. Prochain slide. Et donc là, c'est un peu l'ouverture sur qu'est-ce qu'on peut faire quand on commence à manipuler des SPV. Donc peut-être vous l'avez vu dans la presse, on avait communiqué. En fait, on a 5 centrales en cours d'exploitation ou finalisation de construction. Et en fait, on les a toutes rassemblées au sein d'une société d'investissement qui s'appelle NUIT Invest 1, qui nous a permis de monter une recherche de dette de 13 millions d'euros qui facilite l'investissement, parce que certains projets, on est sur des CAPEX entre 1 ou 2 millions, donc ce que je vous disais un peu bas pour aller chercher de l'aide, et là, on a tout rassemblé, ça a plusieurs avantages. Donc, ça permet d'aller rechercher de l'argent, entre guillemets, plus facilement, mais ça permet aussi de mitiger les risques. Et pour certains typologies de clients peut-être un peu plus compliqués à aller chercher en termes de signature et de dette bancaire, ça permet justement, avec cette mitigation des risques, de pouvoir faire porter un risque collectif un peu en type mutuel que les banques sont prêtes à accepter. Également, par un montant plus haut d'investissement, ça nous a permis d'avoir des fonds régionaux qui sont rentrés au capital de la société.
Donc, Terra Énergie pour la Nouvelle-Aquitaine, Arec Occitanie pour l'Occitanie, OZENR pour Auvergne-Rhône-Alpes, et des banques qui ont été intéressées, Triodos Bank et Crédit Coopératif. Donc, tout ça au sein d'un véhicule financier qui, lui, est venu injecter l'argent dans les différentes sociétés de projet. Ensuite, l'aide venant pour chaque société de projet de l'ADEME et des régions. Enfin, vous avez un petit chiffre à 95% pour Enasol, donc qui est une centrale pour un réseau de chaleur où la collectivité est rentrée au capital de la société de projet. Donc, ça permet aussi ça, une société de projet, que ce soit la participation locale des collectivités, de l'industriel également, qui peut rentrer dans la SPV, j'ai oublié de le dire, mais aussi l'ouverture potentiellement au financement participatif, comme on peut entendre sur plusieurs projets, plutôt dans l'électrique. Donc, c'est vraiment un véhicule qui, pour nous, est assez flexible et permet beaucoup de choses. Je pense que je suis arrivé au bout dans un délai à peu près correct. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour évaluer l'opportunité de développer ce type de solution sur le site. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. On a déjà des premières questions, Thibaut, donc voilà, je vous laisse revenir quand même. Notamment, donc une première question qui est comment arrive-t-on à faire des montages déconsolidants pour l'industriel? Alors, il y a plusieurs choses. C'est comme on est sur une vente uniquement au mégawattheure. Il n'y a pas de garantie. Enfin, on est sur un take-or-pay à une certaine hauteur, mais il y a une fluctuation de la livraison sans garantie fixe, vu qu'il n'y a pas un terme abonnement. Donc déjà, c'est un des éléments qui permet de répondre à une des briques de l'IFRS. Sur le solaire thermique, en tout cas, c'est plus facile en tout cas à justifier. C'est toujours à valider avec les commissaires aux comptes des entreprises. Mais sur le solaire thermique, on est entièrement démontable. Donc, ça permet de valider la chose beaucoup plus facilement. Sur la récupération de chaleur fatale, on va dire que c'est plus sujet à discussion selon comment la chaleur qu'on récupère est récupérable. C'est-à-dire qu'il y a des garanties d'être sûr de la récupérer de manière constante et donc de pouvoir la relivrer au niveau de température et autres qu'il faut. Ou est-ce qu'il y a un risque associé? Donc, sur la récup, je mets plus de bémol, il faut bien évaluer. Chaque cas est un cas. Sur le solaire thermique, on est plutôt très confiant. On a émissionné notamment Deloitte dessus sur l'aspect déconsolidant de la chose. Parfait. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de questions supplémentaires pour l'instant, mais voilà, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la présentation. On refait un point questions-réponses avec l'ensemble des intervenants à la fin du webinaire. Ah, alors, si, juste, il suffit que je dise qu'il y ait une question pour qu'il y ait une dernière question. Quelle est la température maximale, je pense, de votre solution, peut-être dans les différents exemples que vous avez pu avoir, quelle température vous pouvez attendre? Je vais passer vite sur la partie technique. Donc, sur le projet, le solaire thermique, il y a plusieurs technologies. Majoritairement sur la France, on est sur du capteur plan ou tube sous vide, mais en tout cas sans concentration. Donc, tube sous vide, c'est plutôt jusqu'à 120 degrés et capteur plan, on est inférieur à 100 degrés. Sur la partie solaire thermique, récup, ça dépendra de la ressource récupérable. Et en tout cas, sur le projet Lactosol, nous, on apporte, notre contrat est d'apporter de l'air à 80 degrés. Donc, après le pincement de la batterie OR, nous, on alimente en eau chaude la batterie OR qu'on a installée et l'air doit sortir à 80 degrés. Donc, on est sur 80 degrés en été et après, à mi-saison hiver, vu la ressource solaire et encore plus à Verdun, on est plutôt sur un préchauffage. Donc, on va chauffer autant que faire se peut en amont de la batterie vapeur du client. Parfait. Et alors, bon, voilà, c'était le temps que chacun puisse taper sa question, parce que du coup, j'en ai plein. Alors, est-ce que c'est la SPV qui est propriétaire des nouvelles installations? Oui. D'accord. OK. Et alors, autre question, quelle est la VAN globale des projets? VAN, la valeur actualisée nette, je ne l'ai pas de tête. Globalement, sur les projets solaires thermiques de ce type de taille, on est sur des TRI, enfin sur des temps de retour sur investissement aux alentours de 10 ans. Donc sur les projets solaires les plus compétitifs, on va dire les plus au sud, et à des températures un peu plus basses, on arrive à chatouiller le 7 ans. Mais généralement, on est autour du 10 ans et après, plutôt sur ce qui est les TRI cherchés par un tiers financeur comme nous, on est
sur 5-6% avant financement et enfin 5-7% avant financement et après financement à 8-10% dans l'ASP. D'accord. Autre question aussi, vous avez évoqué le fait qu'il y avait la possibilité d'entrer au capital pour les collectivités. Est-ce que vous avez des exemples? Donc, laquelle et puis avec quel montant? Et puis, du coup, quel est le mode de gouvernance? Alors, le seul cas de figure où pour l'instant ça a été fait, c'est pour le projet Emasol, donc c'est en Charente-Maritime pour la ville de Pont pour un réseau de chaleur. Donc, les projets de réseau de chaleur étant particulièrement adaptés à ça, vu qu'on est sur un outil qui est un outil de la collectivité, même si souvent il est en DSP, ça reste un outil de la collectivité. Sur Emasol, donc c'est 5%. Du restant en fonds propres, donc je ne sais pas vous dire combien c'est de tête, j'ai pas le chiffre en tête. Et là, on est sur un montage particulier sur Emasol parce que on est sur un terrain de la collectivité que la collectivité nous a mis à disposition, donc il n'y a pas de loyer de payer à la collectivité, mais la contrepartie était de rentrer à hauteur de 5% du capital de la société. On a un autre projet de réseau en cours de développement qui, j'espère, sera gagnant d'ici peu, où là, on propose à la collectivité de rentrer donc en mettant son ticket d'entrée dans la SP2. En tout cas, avec les acteurs publics, on plafonne à 24,9% du capital de la SPV. Parce que si on dépasse ce montant-là, les collectivités sont considérées comme des grandes entreprises. Newit, en tant que petite entreprise ou PME, on bénéficie de plafonds de taux de subvention plus hauts. Donc, par exemple, sur le solaire thermique, on peut monter jusqu'à 65%, sur la récupération de chaleur fatale jusqu'à 50% d'aide à l'investissement. Mais si une grande entreprise dont les collectivités font partie rentre à plus de 25% du capital de la SPV, alors la SPV est une grande entreprise. Et donc, ça ferait retomber le plafond d'aide pour le solaire thermique à 45%, pour la récupération de chaleur fatale à 30%. Après, sur la gouvernance, je dois avouer que je ne sais pas répondre à la question. Il y a un pacte d'associés au moment du montage de la SPV, donc ça se discute un peu plus au cas par cas. Parfait. Et alors, peut-être une dernière question rapidement technique. Vous avez dû, du coup, combiner toutes ces solutions avec du stockage systématiquement? Solaire thermique, on est toujours avec du stockage. Si on fait des ratios qui sont pas totalement corrects, mais on produit 8 heures par jour. On veut livrer H24 le site, surtout en période estivale. Donc, généralement, le ratio, c'est qu'on dit si vous avez besoin d'1 mégawatt, je vais dimensionner une centrale de 3 mégawatts. Comme ça, si je lisse ces 3 mégawatts surtout sur les 24 heures, bah, j'arrive à vous donner 1 mégawatt. Donc ça, c'est vrai en période estivale. En été, c'est un peu moins vrai. Effectivement, sur le solaire, on est toujours sur du stockage d'eau chaude, quelque chose de plutôt, on va dire, simple. Il faut du volume pour pouvoir stocker. Mais sinon, là, c'est plutôt simple et on a développé en interne des compétences de stratification et de diffuseur à l'intérieur des cuves. Et c'est aussi par cette compétence-là que je vous présentais les 3 briques technologiques qu'on a extrait la partie cuve de stockage thermique, parce qu'on voit que ça a une valeur et un intérêt sur des sites, notamment agroalimentaires, où il y a beaucoup de batch, et où pouvoir récupérer un moment pour livrer à un autre peut avoir de la valeur énergétique et aussi économique à part. Parfait. Merci. Alors pour le reste des questions, de toute façon, on a une autre session de questions-réponses à la fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours à les poser. Et puis, donc, on reviendra avec Thibaut, du coup, à la fin de cette session. Merci beaucoup, Thibaut. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole à Charles Huguet d'Énergie Circulaire pour présenter l'efficacité énergétique tiers financée et donc les dispositifs qui sont mis en place chez Énergie Circulaire. Bonjour à tous et merci de suivre le webinaire. Donc, je suis Charles Huguet, je suis directeur opérationnel chez Énergie Circulaire et je suis responsable des développements stratégiques chez Enertime. Alors là, aujourd'hui, je vais vous présenter l'activité d'Énergie Circulaire qui est un offreur de solutions tiers financées pour des services d'efficacité énergétique industrielle. Donc, Énergie Circulaire, c'est une filiale à 90% d'Enertime, qui est un équipementier, une PME francilienne, on est un équipementier
fabricant et spécialiste des turbomachines pour les opérations d'efficacité énergétique industrielle en valorisation de chaleur fatale. On a 3 gammes de produits principales. On a d'abord les ERC, qui sont les machines à cycle organique de Rankine, en valorisation de chaleur fatale pour valoriser des flux à assez haute température sur les sites industriels, les valoriser en forme d'électricité ou d'énergie mécanique le cas échéant. On a des pompes à chaleur haute température qui permettent de valoriser des effluents tièdes, on va dire, pour alimenter des besoins à plus haute température sur le même site, avec des lifts typiques de l'ordre de 50 et 80 degrés, 50-70 degrés. Et des turbines de détente de gaz naturel qui permettent de valoriser la pression fatale aux interfaces des réseaux de gaz naturel, qu'on valorise sous forme d'électricité et éventuellement de froid aussi pour alimenter des réseaux de clim. Donc Enertam a été créé en 2008, on est coté depuis 2016 et on a créé Énergie Circulaire en 2020. C'était notre anniversaire il y a une semaine. Alors pourquoi on a créé Énergie Circulaire? C'est parce que historiquement, les machines d'Enertam se vendent pas très bien puisque notre cible cœur de métier, ce sont les directions de sites industriels ou les grands groupes industriels qui sont souvent déjà soumis au côté carbone et puis deuxièmement surtout dans des stratégies d'optimisation des coûts marginaux de production, de stratégies de cost-cutting, ce genre de choses, et qui prennent difficilement des décisions d'investissement pour des équipements qui vont coûter quelques dizaines de millions d'euros, pour des sujets qui sont hors cœur de métier et surtout pour des ROI projets qui sont supérieurs à 3 ans. Le principal spectre contre lequel on se bat sur nos machines, c'est le prix d'électricité en France qui est toujours assez faible, même si c'est en train de changer, et l'impact carbone du mix électrique qui est aussi très faible, comme chacun le sait, et du coup qui n'est pas forcément en notre faveur. Donc ça, c'est en train de changer, en particulier avec le contexte actuel en France. Et dans le slide suivant, je vais vous présenter justement un retour d'expérience. Donc, avec Énergie Circulaire, on n'a rien inventé à proprement parler, puisqu'on s'est servi un peu du modèle qui a été développé il y a 10-15 ans sur les énergies renouvelables conventionnelles, solaire, photovoltaïque, éolien, mais qu'on a adapté à des technologies qui sont mal maîtrisées aujourd'hui, voire pas maîtrisées du tout par les ESCO présentes sur le marché, et qui sont les machines thermodynamiques. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisque ce sont des gens qui ont l'habitude de faire fonctionner parfois des centrales avec des cycles Rankine à vapeur, mais en tout cas sur les ERC et les pompes à chaleur haute température, c'est un peu moins vrai. Donc là, je vous présente un projet qui a été sélectionné dans le cadre du plan fonds de relance pour l'installation d'un ERC couplé à un compresseur à air qui va permettre d'alimenter en air comprimé les besoins d'un procédé verrier sur une usine du groupe Verallia. Donc c'est un projet qui va coûter 4,8 millions à peu près, et qui va permettre d'économiser en électricité autour de 9 gigawattheures par an, qui va permettre également de couvrir une partie du besoin en chaleur pour alimenter l'eau chaude sanitaire du site, et qui va permettre d'économiser donc sur la durée de vie du projet autour de 11 000 tonnes de CO2, et qui présente un certain nombre de risques opérationnels. Alors, si vous voulez, on reviendra tout à l'heure sur le schéma qui présente le cycle ERC, avec les deux boucles, une boucle primaire en récupération de chaleur pour alimenter le cycle en calories, ce cycle ERC qui va produire ensuite de l'électricité à travers une génératrice, ou là, en l'occurrence, de l'air comprimé à travers un compresseur à air. Donc les risques identifiés sur ce type de projet, alors c'est dans un premier temps l'intégration du projet au site industriel. En l'occurrence, il se trouve que l'usine en question est une usine assez ancienne, avec assez peu d'espace disponible dans l'enceinte du site, et donc une certaine contrainte sur l'installation des équipements, ce qui va générer des interfaces qui se gèrent très bien avec l'exploitant du site, mais qu'il faut pouvoir prendre en compte, et qui ne sont pas forcément triviales de prime abord, notamment si on parle de zonage et de la manipulation de produits chimiques, qui sont en particulier les fluides organiques qu'on utilise dans nos ERC. Il y a évidemment une interface forte avec le process client, puisqu'on va bypasser une partie de son circuit de traitement de fumée pour récupérer les calories présentes dans ces fumées de process, et qui du coup génère en tout cas au départ une crainte côté client que
que nous sommes en charge d'évacuer finalement. Et finalement, le dernier point, c'est une contrainte, enfin, c'est un risque technologique assez important sur ce type de projet, en particulier là, puisqu'on parle d'air comprimé, ce sont des équipements qui acceptent une charge partielle un peu moins importante que les cycloversés, et du coup, ça inclut un risque technologique plus important. Alors, afin d'évacuer un peu ces risques technologiques et ces process et ces interfaces un peu complexes au niveau du projet, dans la slide suivante, je vous présenterai la structure qu'on choisit en fait pour le modèle tiers financé. Bon, c'est quelque chose que Céline et Thibaut ont déjà largement commenté, donc je vais pas forcément revenir dessus, mais simplement pour préciser quelques points d'articulation du modèle. Donc énergie circulaire à la manière de Newit est le développeur du projet, et Modulo, la recherche de foncier, qui est l'apanage de Newit. Nous, ça nous concerne un peu moins, mais sinon l'intégralité du scope est couvert également par l'énergie circulaire, puisque c'est tout à fait le même modèle. Une fois que le projet est développé, l'énergie circulaire va le transférer à la SPV, qui sera capitalisé soit en fonds propres, soit avec du tiers equity par des fonds d'investissement partenaires, en direct ou à travers une holding de financement intermédiaire, exactement de la même manière que Newit l'a présenté, en dette bancaire également. Les subventions arrivent au niveau de la SPV, et Enertime, en tant que fournisseur des équipements, accepte de prendre une part de risque sur l'obtention du complément de la subvention, en l'occurrence les C2E. Alors du point de vue du client, l'intérêt de ce type de montage il est assez évident, puisque, donc quand je parle du client, je parle du site industriel. Il est assez évident puisque ça lui permet d'évacuer un peu la problématique d'avoir d'une part à sortir le CAPEX et d'autre part à prioriser ses investissements, surtout sur encore une fois, des projets qui ne sont pas directement liés à son process. Ça lui permet d'envisager des projets avec des ROI, des temps de retour sur investissement assez longs. On est exactement sur les mêmes ordres de grandeur que précédemment, typiquement de 8 à 10 ans. Et ça lui permet évidemment d'évacuer le risque technologique sur des technos qui sont pas maîtrisés, voire inconnus pour certains. Il y a deux autres aspects intéressants. De la même manière que dans le cas précédent, ça permet de se prémunir contre une volatilité du coût d'accès à l'énergie. Alors, je ne sais pas vraiment ce qu'il en est sur le coût d'accès à la chaleur. Je pense que ça doit être lié intrinsèquement au coût du gaz naturel. Mais en tout cas, sur l'électricité, on a pu voir récemment, et les perspectives permettent d'être à peu près sûr qu'il y aura une volatilité plutôt défavorable. La contrepartie, c'est d'accepter une cohabitation sur son site avec un tiers exploitant, et donc la mise en place de servitudes techniques et de circulation, et puis finalement d'accepter quelqu'un sur son terrain. Et puis la deuxième contrepartie, c'est d'accepter des engagements longs, typiquement 10, 15, 20 ans, pour des groupes qui, pour certains, alors c'est pas le cas de Verallia en l'occurrence, mais pour certains de ces groupes-là, n'ont pas de visibilité sur des maturités aussi longues, parce que ce sont des groupes qui sont parfois soumis à des volatilités de marché, des contextes conjoncturels qui ne sont pas évidents. Du point de vue du financeur ou du développeur de projet, ce modèle présente aussi quelques intérêts et contreparties. Le premier intérêt, c'est évidemment pour les fonds d'investissement de tenir leurs objectifs d'encours et leurs objectifs de volume de financement, pour les développeurs de gonfler le deal flow et de diversifier le portefeuille. Aujourd'hui, sur la place, Newit est un modèle un peu particulier, mais il y a quand même historiquement pas mal de projets sur les ENR conventionnels. Nous, on prétend pouvoir proposer des modèles qui n'existent pas encore et qui permettent de diversifier un peu ce portefeuille et d'aller chercher en plus, de la même manière que l'a présenté Thibaut précédemment, des TRI un peu plus élevés que ce qui peut se passer sur une centrale photovoltaïque. Et notamment, si on inclut un peu de levier avec de la dette bancaire, on peut typiquement aller chercher des TRI à 2 chiffres. Alors, on essaie de tenir des TRI supérieurs à 10%, qui permettent de rémunérer les risques technologiques et les risques de projet liés à ce type de nouvelles installations. Le risque de contrepartie lié principalement à la qualité de la signature. Là, on parle du groupe industriel. Et ce risque de qualité de contrepartie, il faut le voir sur la durée de l'investissement, puisque d'une part, ça peut contraindre un peu la sortie, bon, ça en général c'est prévu dans le pacte d'actionnaires de la SPV, mais par contre, ça peut générer une volatilité au niveau des garanties, puisque encore une fois, ce sont des groupes qui, pour certains, potentiellement, dans 5 ans, 10 ans, vont
peuvent se retrouver en difficulté et si le site est filialisé par rapport à la maison mère, il faut pouvoir le prévoir au niveau des garanties de financement. Alors, dans le slide suivant, je vais vous présenter on va parler des différents modèles contractuels qui permettent de se prémunir de ces différents risques. Je viens d'évoquer les niveaux de garantie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas mon métier, mais je viens d'évoquer les niveaux de garantie que vont demander les financeurs, notamment de la contrepartie, mais aussi au niveau du développeur et du fournisseur de solutions. Là, je vais m'arrêter un petit peu sur le modèle contractuel que la SPV va signer avec le client industriel. Donc, il y a différents modèles auxquels on peut penser. Thibaut a évoqué les corporate PPA. Il peut y avoir des modèles de leasing, des modèles de contrat de performance énergétique, tout un tas de dispositifs possibles. Nous, on a, comme Newit, opté pour le modèle simple de vente d'énergie au compteur, donc avec un nom un peu compliqué en anglais, c'est le Corporate PPA Pay as Produced, qui a tout de même, déjà le vent en poupe, donc il y a beaucoup de développements aujourd'hui juridiques, fiscaux, comptables qui sont faits autour de ces modèles-là et qui présentent l'intérêt d'être déconsolidant pour le client au sens de la norme comptable IFRS 16. On n'a pas de volume engageant sur l'enlèvement. C'est une tarification au compteur depuis le premier kilowattheure, ou en l'occurrence dans notre cas d'air comprimé à partir du premier normomètre cube, et qui permet du coup d'assurer entre guillemets, à la manière de la réponse de Thibaut tout à l'heure, une variabilité intrinsèque du modèle de facturation. On a aussi une question sur l'ajustement de la durée du contrat par rapport à la durée d'amortissement des actifs et de la valeur résiduelle faciale en tout cas de ces actifs par rapport à la valeur de transfert de l'équipement une fois que le contrat arrive à échéance en cas de résiliation anticipée. Au niveau des engagements respectifs sur ce type de contrat, donc nous on demande à notre client, puisque c'est compte tenu de la nature de nos technologies, de s'engager sur un volume d'énergie disponible au niveau de la récupération de chaleur fatale. Mais on va éviter de s'appliquer des pénalités back-to-back un peu brutales, parce que déjà c'est quelque chose qui est en général pas bien accepté par les clients, et puis deuxièmement, c'est quand même de nature à crisper les négociations. Donc on a mis en place des modèles d'affacturation et de réajustement tarifaire de l'énergie, ou en l'occurrence de l'air comprimé, sur la période N+1 pour compenser le manque à gagner si jamais il y a un manquement au niveau de l'engagement à ce niveau-là. Au niveau de la SPV, on s'engage sur la livraison de l'énergie en conversion de l'énergie proposée en entrée, de la même manière. Pas de pénalité back-to-back avec le client. La SPV est déjà contrainte par le fait de ne pas pouvoir délivrer son énergie et de ne pas avoir le cash-in pour tenir son business plan. Et deuxièmement, la SPV doit tenir en fait toute la charge financière du modèle. Et du coup, le fait d'appliquer des pénalités, c'est un peu la double peine. Donc, on essaie au maximum d'éviter ça. En revanche, au niveau du fournisseur de solutions, comme disait tout à l'heure, il y a un contrat de maintenance avec une garantie de performance qui éventuellement devrait être pénalisé si jamais il n'y a pas de remédiation possible. Un petit mot sur les modèles alternatifs, comme le leasing par exemple, qui peut être porté soit par Énergie Circulaire, soit par la banque en direct. C'est un modèle qui a tendance à sécuriser un peu toutes les parties prenantes à l'affaire, parce qu'on a une sécurité des cash flows, on a quelque chose qui est quand même assez peu volatile intrinsèquement, mais qui en plus a le bon goût de pouvoir permettre dans une certaine mesure de l'optimisation fiscale, notamment si on rentre dans le régime d'autoconsommation individuelle, mais qui présente un modèle consolidant pour le client et du coup qui est relativement peu accepté en moyenne. Donc en conclusion, aujourd'hui Énergie Circulaire c'est une société qui est assez jeune. Donc ça fait 1 an, comme vous l'avez compris, on est en train de construire le modèle à mesure que les projets rentrent, à mesure que les contrats se signent. On bénéficie de la même manière que Newit d'une dynamique hyper favorable aujourd'hui en France grâce au plan de relance, grâce à la combinaison possible avec les CT2E, à un niveau de conscience, en fait, une reconnaissance aujourd'hui de ce que c'est que la technologie ORC, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, et des technologies en fait de type approvisionnement en chaleur des sites comme par exemple le solaire thermodynamique ou les pompes à chaleur haute température,
et qui aujourd'hui répond à une vraie problématique comptable et d'allègement des bilans des groupes auxquels on s'adresse. Ça va même au point qu'aujourd'hui, on est contacté par des gens qui veulent pas du tout faire de projet ERC, parce qu'ils n'ont pas forcément de potentiel sur site, mais qui veulent faire des projets de valorisation de chaleur fatale, bon, pour du séchage sur site, même d'autres types de projets, et qui viennent nous voir en nous demandant, bah, écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui comme modèle de tiers investissement sur une problématique qui est mienne, avec un modèle, un contrat déconsolidant, pour que je puisse tenir ma balance sheet. Et à la manière de ces gens-là, je vous recommande d'aller jeter un œil sur notre site, energiecirculaire.com. Il y a un petit calculateur qui permet d'évaluer le potentiel en valorisation de chaleur fatale sur votre usine ou sur votre site. Et puis, on sera ravis de répondre à vos questions, que ce soit tout de suite après ou une fois que vous aurez pris contact avec nous pour voir comment on peut faire. Merci à tous. Merci beaucoup, Charles. Alors, je vous laisse donc poser vos questions. Je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant. Je pense que c'est surtout aussi le temps que les gens tapent un petit peu leurs questions. Il y a eu en tout cas voilà, de la solution, notamment d'Ecotech Ceram, qui aussi, donc c'est une solution stockage qui développe également ce type de dispositif pour financer leur solution. Ouais, c'est un montage qui est assez commun, comme je disais. Le photovoltaïque, il y a 10 ans, a repris déjà des trucs qui se faisaient sur les réseaux de chaleur. Donc, encore une fois, on n'invente rien, on adapte juste à notre propre problématique, quoi. Parfait. Alors, sur le sujet. Ouais, si une première question peut-être, à partir de quel montant la SPV peut être pertinente? Bonne question. Voilà, j'ai pas de borne inf. Je sais pas. J'aurais tendance à dire dès qu'on n'a pas la capacité ou pas l'envie de sortir le CAPEX, quoi. C'est-à-dire que, alors nous le choix d'avoir une SPV par projet, il a été fait, et d'ailleurs il n'est pas tout à fait arrêté pour être tout à fait honnête, il a été fait pour optimiser un peu le financement bancaire. C'est-à-dire qu'on pense que certaines banques n'acceptent pas d'avoir plein de lignes de dette différentes sur des formats senior, med, junior, ce que vous voulez, au niveau d'une société commune. Et on préfère avoir des lignes de financement bancaire au niveau de la SPV et un investissement capital au niveau effectivement d'une structure intermédiaire qui va permettre pour un fonds d'investissement de mettre son ticket mine d'investissement sans avoir à trop se poser de questions et pas avoir à aller chercher les 300 000 de la SPV qui ne sera pas mobilisé parce que lui, son minimum, c'est 20 millions, quoi. Mais il y a d'autres modèles où effectivement, ce que disait Thibaut tout à l'heure, où on se rend compte qu'il y a des banques qui ne sont pas du tout averses à mettre de la dette à plusieurs dans une asset co. Bon, à discuter. Là, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les investisseurs dans les SPV acceptent des petits deals, que ce soit en termes de financement de projet au niveau banque ou au niveau fonds d'investissement, parce que entre les C2E, le plan France Relance et les subventions de l'ADEME, et le cas échéant des subventions régionales, c'est vrai que finalement, ça fait des capex nets de subventions qui sont relativement réduits. Vous voyez, hein, les 65-70% subventionnés, là, au final, ça fait des projets qui coûtent des millions, quoi, ou même moins. Parfait. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience. Donc, le temps que je pense on ait encore quelques questions à la suite, je vais laisser Céline faire la conclusion de ce webinaire. Merci pour les deux interventions. Du coup, je vais passer très vite sur le récap des points à retenir. Donc, les modèles qu'on a vus aujourd'hui, modèle de tiers financement et modèle SPV, c'est des modèles, du coup, comme il a été dit, qui sont très connus, qui sont déployés par de nombreux acteurs sur différents types d'équipements, avec plusieurs options de modèles dont certaines ont été présentées aujourd'hui, notamment le CPPA. Voilà, si on passe au slide d'après. Je ne voudrais pas rogner trop sur les questions. Vous avez aussi en récap pu voir deux exemples, donc l'exemple de Newit et l'exemple d'énergie circulaire sur des schémas finalement qui se ressemblent beaucoup, mais qui montrent que de nombreux acteurs comme eux proposent ce type
d'arrangement qui permet beaucoup de choses. Et donc, si on passe au dernier slide récapitulatif des éléments à retenir, on a remis ici les avantages listés d'un montage de type tiers financement et ou SPV, donc avec de la sécurité liée à des engagements de performance, des garanties sur l'impact sur les procédés, un gain de temps en interne sur le montage du projet, la gestion du projet, la recherche de financement plus facile, et on voit ici à droite l'exemple remonté par Newit de tous les modes de financement qui peuvent être utilisés. Voilà, c'est aussi des montages qui peuvent être déconsolidants, donc qui permettent de sortir du bilan les projets, qui permettent aussi au niveau des indicateurs ROI, etc., aux industriels d'accepter des indicateurs qui sont souvent difficiles pour les directeurs financiers. C'est des montages aussi qui sont plus pérennes parce que le projet dépend de la SPV et non pas de l'industriel, avec les fluctuations sur ses activités ou ses filiales. Et puis, c'est aussi des montages qui permettent de réduire tout ce qui est risque technologique opérationnel. Voilà, donc sur ce récap très rapide, je pense que les deux interventions étaient très complémentaires et très complètes. Donc voilà, on va arriver à la fin de ce webinaire numéro 2. On vous laissera poser vos questions si vous reste des questions. Et puis, sinon, on se retrouve donc le 25 mai pour le webinaire numéro 3 qui va pour but de répondre à la question quelles opportunités côté financement privé, finalement, pour réduire les risques sur ce type de projet, avec une intervention de Magali Schweitzer donc de la Banque Populaire, plus spécifiquement de la Banque de la Transition énergétique qui a été créée par la Banque Populaire, et une intervention de Benoît Decour de Falcor. Et puis, on se retrouvera aussi début juin pour le dernier webinaire de cette série qui zoomera sur les bonnes pratiques opérationnelles. Donc là, on a beaucoup parlé de financement, de montage, etc. Mais l'étude aussi a permis de faire remonter des bonnes pratiques opérationnelles pour réduire les risques de financement de ces projets-là. Et puis, donc, on aurait des interventions d'AT2E. Du coup, je laisse Lucille reprendre la main sur les questions. Merci Céline. Alors, du coup, je laisse Thibaut et Charles de nouveau peut-être être là, même Céline. De toute façon, je pense que vous avez chacun des réponses à ces questions. Notamment, il y a une question, je pense, pour l'ensemble des intervenants. Est-ce que vous avez des retours d'expérience de tiers financement SPV avec mobilisation de fonds européens, type fonds FEDER gérés par les régions principalement? Pas de notre côté. Ah, Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, moi, ça va être très rapide. Nous, pas de notre côté. En général, les FEDER, les fonds type FEDER, on les utilise pour financer des pré-études ou des études de faisabilité en avant-projet. On n'a pas de retour d'expérience sur la participation à des SPV. Par contre, il y a quelques mois, on avait interrogé quelqu'un de la BEI sur le dispositif I9Fin ou 9Fin, et donc il semble que ce soit possible, mais pas de règles de notre côté. De notre côté, donc sur le FEDER indirectement via l'aide de région, donc on a sur le projet de pont que je vous présentais, on a la région Nouvelle-Aquitaine qui a aidé en complément de l'ADEME. Sur le projet de Narbonne, on a la région Occitanie qui a aidé. Lactosol, donc il y avait la région Grand Est. Et sur un projet qui n'est pas encore construit, mais qui était dans le pool de 5 projets Mabisol, on a la région Auvergne-Rhône-Alpes également. Donc indirectement, c'est les régions qui vont chercher le FEDER. En tout cas, c'est le montage type sur le territoire français, parce qu'on va dire que le FEDER peut être plus complexe administrativement à aller chercher. Et les régions qui se sont staffées savent faire l'interface et aller les chercher je pense, de manière plus efficace et rendre la chose un peu plus simple pour les porteurs de projets. Indirectement, sur notre partie développement européen, il y a plusieurs dossiers qui ont été déposés, mais notamment au travers de l'appel à projet, donc c'est pas exactement un FEDER, mais sur le Innovative Fund, des choses comme ça. Donc on est en train de se roder sur cette partie-là. Parfait, merci. Alors encore une question. Au terme du contrat de fourniture, quelles sont les solutions proposées? Est-ce que c'est un renouvellement de contrat, une cession des installations industrielles, par exemple? Quels éléments vous avez là-dessus?
J'y vais. Donc nous, ça va dépendre déjà du projet. Pardon, j'ai coupé le micro. Sur le solaire thermique, généralement les clients ne veulent pas avoir le bien à la fin du contrat et nous demandent plutôt d'avoir une option d'achat à la fin. Pour si jamais ils ont été, on va dire, rassurés sur le solaire thermique, etc. Parce qu'effectivement, comme énergie circulaire, la première raison pour laquelle on a fait le financement, c'est que les gens n'étaient pas rassurés sur le solaire thermique et le fait que ça peut être quelque chose de viable pour l'industrie. Mais généralement, quand on est comme Lactosol, on est sur 5 hectares, l'industriel n'a pas envie de s'embêter à avoir quelque chose de 5 hectares à côté de son site qui lui appartient. Donc, de base, dans les contrats, c'est nous qui démontons à la fin. Néanmoins, il y a une option d'achat qui est possible et qui est dedans. Si le client veut directement l'avoir à la fin, on lui transmet, il n'y a pas de problème. C'est pris en compte dans l'offre globale. Et sinon, surtout, ça dépend de la durée du contrat. Mais en tout cas, sur la partie solaire thermique, donc je vous disais, on est sur des contrats de 15 à 25 ans. Donc déjà, si un client signe plutôt pour 15 ans, nous, on a l'espoir de pouvoir re-signer après un contrat de fourniture de chaleur à un prix beaucoup plus bas. Mais on fait ce pari-là généralement, même sur le prix de chaleur qu'on propose sur les 15 ans, que comme la centrale sera amortie, on pourra proposer quelque chose qui sera quand même très, très compétitif. Donc, notre souhait, c'est celui-là. Et sur les retours d'expérience solaire thermique, on sait que les Danois ont des centrales de 30 ans qui tournent encore. Donc, effectivement, il faut remplacer peut-être quelques capteurs, etc. Mais on est sur quelque chose qui peut durer. Donc, le but est de s'inscrire sur la durée. Après, nul sait la durée d'une activité industrielle, etc. Sur la récup, tout dépend le type de récup et à quel point on est intégré dans le procédé ou pas. Mais les options restent ouvertes et à discussion, j'ai envie de dire. Parfait. Pareil de notre côté, quoi. Pardon, oui, c'est les mêmes types de... Enfin, désolée, je vous ai coupé. C'est les mêmes types de contrats de votre côté? Ouais, alors il y a quand même un point sur l'option d'achat, juste très rapidement, je vais pas reprendre toutes les options possibles, mais sur la question de la déconsolidation, en général, l'option d'achat est plutôt mieux vue que de fixer un prix de cession, une cession à l'euro symbolique, aussi, surtout si les actifs sont extrêmement dépréciés. Ça dépend des Ah oui, méthodes de on vous entend très très faible sur votre réponse. Je sais pas si vous avez un problème avec le micro. C'est bon, donc Ouais, si, non, bon. pour résumer, en fait, sur l'option d'achat, en général, c'est plutôt mieux qu'une valeur de cession prédéterminée au niveau des consolidations et il faut pouvoir ajuster, en tout cas justifier vis-à-vis des CAC la valeur de cession, si on parle d'une valeur de cession, par rapport à la durée d'amortissement des actifs, qui n'est pas forcément un sujet trivial, quoi. Parfait. Bon, en tout cas, voilà, merci pour ces retours. De toute façon, donc vous recevrez l'ensemble des présentations avec les contacts de nos intervenants du jour. Merci vraiment pour la qualité de vos interventions. Donc simplement pour conclure rapidement, je voulais revenir sur le fait que les 21 et 22 septembre, donc on a le congrès Alice ensemble vers l'usine bas carbone, dans lequel on a également une session sur les moyens de financement et notamment les moyens innovants de financement de projets de décarbonation. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous retrouver à ce moment-là pour avoir un point supplémentaire sur ces éléments de financement, mais également faire un tour de la problématique de la décarbonation de l'industrie actuellement. Merci encore à tous. Vous avez été très nombreux à nous suivre aujourd'hui. Vous recevrez, je le rappelle, l'ensemble des interventions et puis surtout cet enregistrement. Puis je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine fois donc pour le 25 mai sur la session suivante.